Microsoft, Foroque FEDER et autres sont vraiment désirés d'aider et nous allons pouvoir résoudre ce problème en priorité. J'aimerais qu'on dise un mot de la corruption. L'indice de perception de la corruption IPC de 2008 classe la Côte d'Ivoire à la 151e place sur 180. La corruption, l'enrichissement rapide et illicite sont des notoriétés publiques en Côte d'Ivoire. Comment comptez-vous lutter contre ces fléaux, M. Laurent Gbagbo? Mais un corrompu, il faut l'arrêter, le mettre en prison. Ça, je crois que là-dessus, ma vie et mon expérience montrent ce qu'il faut faire. Malheureusement, ce n'est pas ça qui est toute la réalité. J'ai montré déjà que quand je sais que dans un secteur, il y a corruption, je sais sévir. Et j'ai sévi. Je sais saisir la justice et la justice tranche. Mais il y a quelque chose qui m'a beaucoup gêné, c'est que nous étions dans un gouvernement de sortie de crise. Beaucoup de personnes étaient quasiment intouchables. Parce que si je vais les faire arrêter, comme ils sont des autres partis, on va me dire que je casse l'accord et l'esprit de l'accord. Donc ce qu'il faut faire, c'est que dès que les élections vont être achevées, il faut faire un audit généralisé de tous les ministères. Il faut faire un audit généralisé de tous les ministères pour voir ce qui s'est passé durant ces années noires, durant ces années de crise, pour voir ce qui s'est passé et à partir de là, saisir de nouveau la justice pour que la justice tranche. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur de ça. Il faut saisir la justice sur tous les cas de fraude, sur tous les cas de corruption, il faut saisir la justice. Ceci dit, nous avons voté une loi contre la corruption, contre l'enrichissement illicite. Peut-être qu'il faut la reprendre pour la rendre plus vigoureuse et la rendre plus actuelle et la rendre plus performante. Mais cela, c'est en rapport avec le problème dont nous avons parlé tout à l'heure, le problème de la justice. Parce que si vous amenez quelqu'un devant la justice et que vous le retrouvez dehors 2 jours après qu'il vient vous narguer, ce n'est pas la peine. Donc, il faut que ça aille de pair avec la justice. Donc, nous le ferons. Mais je crois que, premièrement, il faut dire à nos compatriotes que tous les ministères seront audités dès après les élections. Tous les ministères seront audités. Et là où il y a eu fraude, là, on sévira. Deuxièmement, on va mettre sur pied, dès après les législatives, la haute cour de justice. Dès qu'on a créé la haute cour de justice, personne ne peut se retrancher derrière le portefeuille ministériel qu'il a occupé, ou bien même derrière la fonction de président. Voilà, donc là-dessus, je suis très catégorique, il faut être carré dans cette lutte-là. Monsieur Ouattara. Oui, je vous remercie. En fait, sur ce point, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord parce que la corruption est une déperdition de ressources. Le pays a des difficultés. Il faut faire rentrer l'argent dans les caisses de l'État et il faut s'assurer que cet argent est bien utilisé. Alors, sur ça, maintenant, on peut quand même faire quelques remarques. Parce que, d'abord, est-ce que tout l'argent qui est collecté à la douane, aux impôts, rentre dans les caisses de l'État? Je n'ai pas d'opinion là-dessus, mais il y a beaucoup de doutes là-dessus. Toutes les recettes qui sont collectées au niveau des ressources pétrolières, des ressources minières, est-ce que tout rentre dans les caisses de l'État? Je ne veux pas faire d'accusation. Mais surtout, la question des différents fonds café-cacao a démontré quand même que pendant plusieurs années, il y a eu une corruption active et agressive et que ces gens sont restés en poste pendant longtemps. Et je suis content qu'à un moment donné,
Laurent Gbagbo a mis fin à cela en arrêtant ces personnes, mais ils sont en prison depuis, je ne sais pas, bientôt 2 ans. Il faut que ces gens soient jugés, que la lumière soit faite. Si certains sont innocents, qu'ils sortent de prison. Maintenant, ceux qui sont coupables, effectivement, qu'on détermine comment le problème doit être réglé. Donc, je suis d'accord avec lui qu'il faut sévir. Et ceux qui ont peut-être 40-45 ans se souviennent que quand moi j'étais Premier ministre, c'est comme ça que je faisais. Quand j'avais le sentiment qu'un fonctionnaire était indélicat, on prenait des sanctions contre le fonctionnaire. Alors maintenant, dire que c'est un gouvernement de réconciliation, je suis désolé parce que si moi, Laurent Gbagbo, chef de l'État, m'appelait pour me dire il y a tel ministre de ton parti sur lequel on a des preuves matérielle précise après enquête, donc dans une affaire de corruption, je te demande de le remplacer, je l'aurais fait, parce que je ne tolère pas la corruption. Je ne veux pas qu'un de mes ministres soit en fonction, en train de piller les deniers de l'État. Ça, je trouve ça inacceptable, parce qu'à force de couvrir ces gens-là, on va penser que c'est moi. Alors que je me considère un homme honnête, et par conséquent, il fallait me le dire. Moi, je t'aurais dit, avec les preuves, écoutez, on se débarrasse de cette personne, on nomme d'autres. Mais ceci étant, donc pour l'audit généralisé, je suis entièrement d'accord. D'ailleurs, j'avais prévu de le faire, puisque je crois que lundi matin, tu auras l'occasion de me féliciter. Alors, donc, bon, très bien. Non, mais donc, je suis d'accord qu'il faut un audit généralisé. Et il faut surtout que maintenant, que tous les deux, quel que soit celui qui gagne, sérieusement, mettent en garde les fonctionnaires et que la corruption, ce sera terminé. Et avec ce nouveau mandat, ce sera terminé. Alors, nous sommes pris par le temps. Je vais vous poser une dernière question sur ce chapitre. Face aux grandes mutations des technologies de l'information et de la communication dans le monde, que prévoyez-vous pour le développement de la communication audiovisuelle en Côte d'Ivoire, M. Ouattara? Oui, ben, la Côte d'Ivoire a déjà, je crois, on a une petite avance dans ce domaine. Il faut s'en féliciter, ce n'est pas assez, mais nous devons faire en sorte d'être encore... mon ambition, c'est que nous soyons les meilleurs, vous voyez. Il y a 25 ans, nous avions l'éducation télévisuelle. Et c'était quand même... personne n'avait ça en Afrique. Alors nous l'avions. Alors nous avons fait de grandes choses par le passé dans ce domaine. Il faut que nous reprenions le leadership. Qu'on sente que la Côte d'Ivoire est redevenue le pays phare, pas seulement de la sous-région, mais également du continent africain. Que ces jeunes gens qui ont été bien formés ici comme à l'étranger reviennent avec leur expérience des nouvelles technologies. Moi, j'ai des centaines de demandes de retour, etc. Nous en avons pris d'ailleurs quelques-uns. Quand le ministère des Nouvelles Technologies nous a été confié, on a fait venir des jeunes qui travaillaient dans des grandes entreprises en France, France Télécom, etc., à des niveaux très élevés, qui ont accepté de venir à des salaires qui étaient le 5e du salaire qu'ils recevaient. Donc il y a un patriotisme très fort chez nous tous. En voyant le pays en difficulté, je crois que si on crée le cadre nécessaire, beaucoup de jeunes reviendront. Et c'est un domaine de pointe, c'est un domaine où malheureusement nous n'avons pas tout ce qu'il faut faire ici. Il faut les chercher à l'extérieur. Tous ces jeunes Ivoiriens qui ont fait ces études, qui ont la capacité, certains sont même professeurs au Canada et ailleurs, et nous apporter leur expertise. Et puis, dans notre plan également, nous avons prévu d'installer des ordinateurs, Internet, un peu partout, dans tous les collèges et dans tous les lycées, et de faire en sorte que ce soit accessible. Et même certaines fondations, que je ne nommerai pas, ont eu à faire des salles multimédia dans certaines parties du pays, parce que nous considérons que la transmission du savoir doit être beaucoup plus rapide maintenant. Vous savez, quand nous étions à l'école, Laurent Gbagbo et moi, de l'arithmétique, on le faisait avec un crayon. On a eu après les règles à calcul. Mais aujourd'hui, tous ces jeunes gens, ils ont des ordinateurs. À 6 ans, ils savent calculer, ils savent regarder, ils sont en contact avec le monde entier. Donc c'est une ambition légitime et nous devons tout faire pour être parmi les meilleurs dans ce domaine. Monsieur Laurent Gbagbo. Oui, avant de répondre à cette question sur laquelle il ne peut pas avoir de grandes divergences, je voudrais dire, parce qu'il a insinué sans le dire, qu'il n'est pas sûr que tout l'argent du pétrole rentre, que toutes les ressources des douanes et des impôts rentrent. Je voudrais dire que sur le pétrole,
Houphouët-Boigny a pris sa première coupe de champagne en 1977. C'est vrai. Parce qu'on venait de découvrir le pétrole. Mais c'est sous Gbagbo Laurent qu'on parle des ressources du pétrole. De 1977 en 2000, on n'a jamais parlé des ressources du pétrole. Donc ça déjà même c'est une transparence. C'est ce que je veux dire. Et qu'aujourd'hui, ça a été l'une des discussions avec le FMI dans la décision de PPT. Et s'ils avaient vu qu'on avait failli, ils n'allaient pas nous accorder le point de décision. Bon, donc c'est complètement transparent, on peut chercher. Et je voudrais dire au Premier ministre que depuis que je suis président, on ne vient pas chez moi le soir avec des valises d'argent. Ni la douane, et là vous pouvez demander à Niamey Kona qui fait campagne pour vous maintenant, ni la douane, ni les impôts, ni le trésor ne m'amènent une valisette remplie d'argent le soir. Je n'accepte pas ça, ce n'est pas ma manière de vivre. Et j'ai déjà dit à tous les Ivoiriens que moi j'ai un seul compte bancaire, il se retrouve à la Riviera. Le Premier ministre où j'habitais, la Société Générale qui est tout près, j'ai dedans à mon compte et vous verrez que c'est le salaire que je me suis donné en tant que chef d'État qui est viré tous les mois. Je n'ai aucun autre revenu. Ceci étant, pour les techniques de l'information, les nouvelles techniques de l'information, là, les TIC comme on les appelle, c'est le langage nouveau dans le monde. Tout à fait. On ne doit plus laisser un enfant sortir de l'école sans comprendre cette langue-là. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, mais il faut mettre les deux propositions en rapport, que nous allons introduire l'enseignement de l'anglais à partir de l'école primaire. Les gens discutent, certains veulent au CM1, d'autres veulent au CE2, mais la décision sera prise à partir de l'anglais. Et en même temps, il faut que chaque étudiant sortent de l'université ou bien sortent de l'école en sachant utiliser le langage informatique, en sachant aller sur l'Internet. Et moi, ça me rend des services énormes. Quand je dois faire mes discours, je n'ai plus besoin de fouiller les livres savants, les livres anciens. Nous tapons sur Internet et nous sommes dans toutes les grandes bibliothèques et nous avons toutes les informations. Donc il faut cela. Très bien. Alors, il nous reste un dernier chapitre à voir, la politique étrangère. On me signale que nous sommes pris par le temps. Alors, deux questions. Monsieur Laurent Gbagbo, quelle sera votre politique en matière d'immigration? Selon les chiffres officiels de 1998, la Côte d'Ivoire compte 26% d'étrangers. Oui. Écoutez, c'est une question apparemment banale, mais dont la réponse ne peut pas être trouvée comme ça par un État seul. Nous sommes liés par des accords. Nous sommes, nous, Côte d'Ivoire, membres du Conseil de l'Entente. Et nous sommes même créateurs du Conseil de l'Entente en 1959. C'est Houphouët-Boigny qui a conçu et créé le Conseil de l'Entente. Nous sommes membres de l'UEMOA. C'était l'UEMOA avant, parce qu'il y avait uniquement la monnaie, mais c'est devenu à partir de 1994 avec la dévaluation que le Premier ministre avait préparée. C'est devenu une union économique et monétaire ouest-africaine. Nous sommes, depuis que je suis au pouvoir, membres des États riverains du fleuve Mano, pour des questions qu'on pourrait expliquer un jour, mais nous sommes membres de ça. Nous sommes membres de la CEDEAO. Toutes ces unions ont des règles, dont la libre circulation et la libre installation. Voilà le problème de la Côte d'Ivoire. Quand un pays comme la France dit « je ne veux pas tant d'étrangers », mais ils ne sont pas dans un accord particulier, dans un accord de voisinage, ni avec la Côte d'Ivoire, ni avec l'Afrique du Sud, ni avec la Namibie. Mais ils sont dans un accord avec les pays d'Europe occidentale et ils ne peuvent pas chasser les membres des pays d'Europe occidentale de leur pays. Donc nous, on a cette contrainte-là. Le problème, c'est de savoir comment on surveille le taux, le flux d'immigration et aussi le flux d'émigration. C'est ça qu'il faut chercher. Et comment aussi nous donnons une
disons, une dignité à chaque étranger qui se trouve chez nous, il a supprimé la carte de séjour. Mais ce n'est pas pour faire du anti-ouatraïsme, hein, comme certains de ces partisans l'ont dit. Ce n'est pas pour faire de anti-ouatraïsme. Mais quand vous instaurez la carte de séjour, ça nous nuit, nous Ivoiriens. Parce que les gens qui doivent payer la carte de séjour et qui ne la payent pas, mais ils vont vers les faussaires et ils fabriquent des fausses cartes d'identité. Et les fausses cartes d'identité nous envahissent et deviennent les pièces les plus utilisées. Or, pour éviter qu'on attaque notre identité à travers des pièces fausses, j'ai dû supprimer la carte de séjour. Mais il faut approfondir la réflexion. Il faut approfondir la réflexion, mais il faut la mener avec les autres États, et de la CEDEAO, et de l'UEMOA, et du Conseil de l'Entente, et des pays riverains du fleuve Mano. Monsieur Ouattara. Oui, je vous remercie. Je commencerai par dire que je crois beaucoup à l'intégration, à l'intégration sous-régionale. Je considère que dans ce nouveau monde mondialisé, les États sont trop petits. Et même les pays qui sont censés être des membres du G8 ont trouvé intérêt à se mettre ensemble. Quand même, l'Europe a une monnaie commune. Heureusement, ils nous ont rejoints maintenant. Et donc, les questions d'immigration, on doit les traiter de manière très délicate. Ne pas donner le sentiment que nous avons une xénophobie ici. Ce n'est pas vrai. Je crois que la diversité de la population ivoirienne montre bien que la Côte d'Ivoire, comme notre hymne national le dit, est un pays d'hospitalité. Et il faut veiller à cela. Et je crois qu'en le faisant, il faut s'assurer de la bonne intégration des étrangers dans notre pays, bien sûr à condition que toutes les lois soient respectées. Et je pense que ces questions de carte de séjour, je ne reviens pas là-dessus, c'est du passé. Et nous considérons tous, mais dans tous les pays du monde, il y a eu des recensements pour savoir qui est étranger, qui est national. Bon, donc c'est un faux débat, mais fort heureusement, ce débat est derrière nous. Et je pense aussi que nous devons améliorer les conditions de l'accueil des Ivoiriens dans les autres pays. Parce qu'il faut que les choses soient bien intégrées, parce que beaucoup d'Ivoiriens qui me voient, qui sont dans d'autres pays, se plaignent qui n'ont pas les mêmes avantages dans les autres pays que les avantages que nous nous donnons à certains ressortissants des pays voisins. Mais tout ça, c'est par des accords, c'est par des réunions ensemble, c'est une volonté commune d'aller de l'avant, de créer vraiment un cadre institutionnel régional. Parce que si on y prend garde, dans 20 ans, dans 30 ans, beaucoup de pays africains pourraient ne plus exister. Parce qu'ils n'auront plus les ressources pour avoir une armée, pour avoir une administration, pour avoir une police. Et donc la misère sera encore plus grande. Et donc où ce sera des flux migratoires terribles vers des pays que je considère prospères comme la Côte d'Ivoire ou ailleurs. Alors donc nous-mêmes, nous avons intérêt à prendre le leadership et à organiser les flux migratoires, pour qu'un jour nous n'ayons pas les problèmes, que nous soyons, là, disons, la France de l'Afrique, et que tout le monde soit en train de venir ici, parce que la Côte d'Ivoire va bien, parce que la Côte d'Ivoire va mieux. Nous sommes prêts à accueillir tous nos frères et il faut tout faire pour bien les intégrer, mais il faut que ces lois s'appliquent à l'ensemble de la CEDEAO et je pense que nous pouvons le faire. Si vous êtes élu le 28 novembre, quelles sont les nouvelles orientations que vous donnerez à la diplomatie ivoirienne, notamment avec les pays de la sous-région, l'Europe, en particulier la France et les pays émergents, M. Ouattara? Oui, j'ai dit que d'abord, moi je suis un homme d'intégration, je suis un homme d'ouverture. Je considère que ces derniers temps, malheureusement, il y a eu beaucoup de difficultés dans nos relations internationales et que nous devons tout faire pour réparer cela. Que l'on constate que la Côte d'Ivoire est un pays qui respecte ses engagements, qui respecte les citoyens des autres pays vivant chez nous et que la Côte d'Ivoire est résolument donc prête à faire en sorte que l'Afrique ait une identité
Je crois beaucoup en l'Union africaine, moi. Je pense que certains pensent que c'est une idée comme ça, qui est peut-être pas très mûre, pas très réfléchie, mais moi j'y crois. Parce que vous savez, j'ai eu la chance de m'asseoir à la table des grands, dans le G8 et autres, à la préparation des grands sommets, et j'ai vu à quel point l'Afrique était marginalisée. Et donc il est temps que nous soyons une grande unité, très forte, respectée, et c'est comme cela que notre voix va porter. Nous inviter un observateur de temps en temps, ça ne suffit pas. L'Afrique quand même a des centaines de millions d'habitants, a des ressources importantes. C'est le seul endroit où maintenant les questions d'environnement sont apaisantes, puisque nous avons moins de pollution qu'ailleurs, nous avons moins de difficultés, nous avons le soleil qui peut nous donner de l'énergie sans que nous polluions avec l'essence, avec le gasoil. Donc nous avons un rôle à jouer. Et ce rôle, nous ne pouvons le jouer qu'en ayant une diplomatie forte, avec des hommes et des femmes expérimentés, avec un code de conduite des ambassadeurs et surtout des rapports fréquents pour montrer qu'ils représentent dignement la Côte d'Ivoire. C'est important le choix de ceux qui nous représentent à l'extérieur. Monsieur Laurent Gbagbo. Oui. Mais vous m'avez interrompu là. Ah bon? Non. Ah non, je croyais que j'avais encore 59 secondes. Oui, c'est vrai, vous avez encore 50 secondes, mais vous êtes tué, je pensais que vous avez fini. Bon, mais c'est pas grave. Okay. D'accord, oui. Monsieur Laurent Gbagbo. Oui, le problème de la diplomatie est un problème que les gens négligent souvent, mais ce n'est pas rien. Ça, ce sont souvent dans les débats des questions sur lesquelles il n'y a pas d'affrontement, parce que les intérêts d'un pays sont les intérêts d'un pays. Je crois que l'Afrique est dans une situation particulière. Et en Afrique noire, en tout cas, la Côte d'Ivoire ressemble beaucoup à l'Afrique du Sud au niveau de l'Afrique australe. La Côte d'Ivoire est en Afrique occidentale, ce que l'Afrique du Sud est en Afrique australe. C'est-à-dire une zone de prospérité entourée de pays qui sont moins prospères. Donc, les gens viennent, mais il faut appliquer l'adage selon lequel c'est la géographie qui fait l'histoire. C'est la géographie qui nous a placés comme ça. Et donc nous devons assumer notre rôle historique de leader. En même temps, je pense que la Côte d'Ivoire toute seule ne peut pas s'en sortir. En parlant d'énergie tout à l'heure, j'ai dit qu'il faut prospecter avec les autres nations de l'Afrique occidentale les voies et moyens pour faire de l'énergie qui puisse servir à tous les États de l'Afrique de l'Ouest. C'est pourquoi, c'est parce que j'ai tenu ce langage que les membres de la CEDEAO, les chefs d'État de la CEDEAO, réflexion et sur le transport et sur l'énergie. Mais il faut le faire. Nous pouvons aller plus. Les latins disent semper altior, c'est-à-dire toujours plus haut. Nous pouvons aller toujours plus haut et chercher des moyens pour faire en sorte que l'Afrique de l'Ouest ait de l'énergie ensemble. Ce n'est pas normal que vous allez dans tel pays, il n'y a pas d'électricité. Vous allez dans tel pays, il n'y a rien. Dans tel pays, il n'y a même pas d'eau courante. Donc, vous êtes chef d'État, vous êtes logé dans une villa où l'électricité se coupe, où l'eau se coupe, etc. Bon, il faut mettre fin à ça. Quant à l'Afrique, elle a un destin commun. Et il nous faut construire l'Afrique, mais souvent on est trop pressé. Et les Européens ils ont commencé la construction de l'Europe en 1945, à la fin de la guerre. Ils ont commencé la construction de l'Europe. C'est maintenant qu'ils ont une monnaie commune, mais parce que tous les problèmes ont été étudiés, tous les problèmes ont été adressés, tous les problèmes ont été répertoriés, etc. Voilà. Mais je voulais dire 10 secondes, je voulais dire un mot sur les technologies. Là.
J'ai commencé à faire par mon cabinet Vous le direz Côte d'Ivoire et LIC. Côte d'Ivoire et LIC. Dans votre conclusion. D'accord. Alors nous arrivons bientôt au terme de cette émission. Monsieur, moi j'ai bien aimé le ton de cette émission. Je pense beaucoup d'Ivoiriens avec moi. Je ne sais pas si vous le percevez, les Ivoiriens sont inquiets à l'approche de ce second tour. Il y en a qui sont en train de faire leurs provisions. Vous l'avez dit ici, vous êtes prêts à accepter le résultat des urnes. Est-ce qu'en quelques secondes, en une minute, vous pouvez le réitérer sur ce plateau? Vous êtes prêts? C'est la conclusion? Non, pas la conclusion. Vous aurez 3 minutes pour conclure, mais sur ce point précis. Est-ce que vous êtes prêts, l'un ou l'autre, à accepter le résultat des urnes? Oui, Monsieur Babou. Oui, mais le Premier ministre m'appellera vers 2h ou 3h du matin pour me féliciter. On s'appelle souvent, donc il n'y a pas de problème. Non, pour être plus sérieux, c'est impérieux que celui qui a gagné gagne et que celui qui a perdu perde. C'est impérieux. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on offre à nos enfants? Qu'est-ce qu'on offre à la Côte d'Ivoire? Nous ne pouvons pas aujourd'hui accepter d'offrir la Côte d'Ivoire en holocauste sur nos ambitions. Donc, moi, je suis vraiment navré pour les Ivoiro-pessimistes, mais moi, je ne suis pas Ivoiro-pessimiste. On a crié sur tous les toits au moment du premier tour. On a dit que la guerre, que le 31 octobre, ce serait le début d'une guerre tribale, ethnique, religieuse, enfin. Mais on a vu. On a vu. En ce qui me concerne, je me suis promené presque toute la nuit et je me suis couché à 7h du matin parce que bon, les résultats ne venaient pas. J'étais furieux contre la CI, mais bon, les résultats ne venaient pas. Alors maintenant, il faut rééditer l'exploit pour le second tour. Je compte sur le Premier ministre. En tout cas, moi, je suis prêt et je pense qu'il m'appellera. Monsieur Ouattara. Bien, je vous remercie. Bon, nous sommes d'accord que nous nous appellerons réciproquement. Je suis confiant que c'est Laurent qui m'appellera. Il dit que je l'appellerai, mais sauf que moi je dis c'est à 22h, 23h que tu vas m'appeler. Parce que je crois que nous aurons les résultats un peu plus tôt cette fois-ci et c'est possible. Il n'y a que 2 candidats et par conséquent on peut le faire. J'ai déjà dit que moi j'accepterai les résultats de cette élection. Je l'avais dit avant le premier tour et je le répète. Je considère que c'est une élection qui a pris du temps. C'est vrai, ça a pris 5 ans à être organisée, mais néanmoins, nous y sommes arrivés. Peut-être qu'il fallait ce temps aussi pour apaiser les esprits, pour que les faux problèmes et les difficultés que nous avons eues par le passé, on puisse les laisser de côté. Et j'étais confiant quant au bon déroulement du premier tour de l'élection présidentielle. J'ai beaucoup d'ambassadeurs, les confessions religieuses sont venus me voir inquiètes. Je leur ai dit non, je connais mes compatriotes, il n'y aura rien. Ce sera tranquille. Il y a quelques énergumènes, pardonnez-moi le terme, qui s'excitent, qui insultent, qui envoient des SMS de haine, des choses. Mais je leur ai dit, nous n'avons pas peur, donc n'ayez pas de problème. Ce sera tranquille. Et c'est le même sentiment que je voudrais exprimer ce soir. Je suis sûr que ce deuxième tour va se dérouler dans de bonnes conditions. Et Laurent et moi appelons tous nos concitoyens à aller voter tranquillement, de ne pas accepter les provocations, les quelques problèmes qu'il y a eu qu'on considère que c'est derrière nous. Il ne reste qu'un seul jour de campagne et par conséquent l'essentiel est fait et que les extrémistes qui se sont exprimés sur tel ou tel thème, pardonnez-moi, mais qu'ils la ferment, qu'ils nous laissent vraiment évoluer la Côte d'Ivoire vers la paix et vers le changement. Alors je terminerai. Voilà, c'est la conclusion. Ah bon, vous avez la conclusion et au tirage de sort, c'est vous qui concluez d'abord. Oui. Vous avez 3 minutes pour votre conclusion. Très bien. Bien, mes chers compatriotes, voilà, nous avons eu ce débat, je trouve courtois, ce débat responsable. Beaucoup avaient eu peur d'ailleurs avant ce débat que Laurent Gbagbo et moi nous allions nous donner des coups de poing, etc. Mais voilà, nous sommes des frères et je crois que tout le monde reconnaît, vous reconnaissez tous que tout s'est bien passé. Et c'est ce que je voudrais que vous reteniez, chers Ivoiriens, que cette élection est importante certes, mais que moi je ne suis pas venu en politique pour un poste.
J'espère gagner parce que je veux offrir quelque chose à mon pays. Alors, si je perds, ce n'est pas un problème, mais je pense que je vais gagner. Je vais gagner parce que j'ai des solutions pour la Côte d'Ivoire. J'ai des solutions pour les Ivoiriens. Je pense que la situation actuelle est invivable et que nous devons tout faire, pour renforcer la cohésion sociale. Donc il faut arrêter tous les discours de haine, de division. Deuxièmement, il faut faire en sorte qu'il y ait une vraie réconciliation et que le pardon suive. Et c'est pour cela que j'ai promis de mettre en place une commission vérité et réconciliation. La troisième chose que je vous dis, je vais former un gouvernement d'union avec un premier ministre du PDCI. Et j'aurai également des ministres issus du FPI, parce que je crois que les grandes formations doivent contribuer au renforcement de la cohésion nationale de la Côte d'Ivoire. Et j'ai un programme, j'en ai parlé suffisamment quand j'ai parcouru les 19 régions de Côte d'Ivoire. Ce programme a été enrichi par ce que vous m'avez dit. J'ai saisi votre message, il y a des souffrances, vous voulez que ça change et je vous apporterai le changement. Donc je voudrais, chers compatriotes, vous remercier du fond du cœur. Moi, je vous ai parlé avec sincérité, je vous ai parlé en toute tranquillité. J'ai la conscience tranquille. Et je pense que c'est Dieu qui donne le pouvoir. Et nous sommes des croyants. Je considère que ce qui est important, c'est que Dieu garde sa main sur la Côte d'Ivoire et que nous ayons un pays en paix après ces élections et que nous puissions nous mettre au travail pour alléger les souffrances des Ivoiriens. Je vous remercie, chers compatriotes, de m'avoir donné cette opportunité et je souhaite que tout se passe bien pour la Côte d'Ivoire le dimanche 28 novembre au soir. Merci. Monsieur Laurent Gbagbo, votre conclusion. D'abord, merci à la télévision ivoirienne, au CNCA, pour avoir organisé une telle rencontre. La Côte d'Ivoire reste la Côte d'Ivoire. C'est la première fois, en tout cas en Afrique occidentale, en Afrique noire occidentale, qu'un tel débat a lieu. Et je suis fier de ce débat. En tout cas, Dieu a déjà exaucé ma prière pour ce soir. Parce qu'avant de venir, j'ai prié. J'ai demandé à Dieu d'inspirer les deux interlocuteurs pour que le débat se passe bien et qu'il se passe normalement. Et que nous ne donnions pas de frayeurs aux Ivoiriens. Mais je suis dans la fonction de chef d'État encore. C'est pourquoi j'ai dit, je dois tout mettre en œuvre pour que les élections de dimanche se passent dans la sérénité et qu'on proclame les résultats. Voilà. C'est pourquoi j'ai annoncé que je vais prendre demain un décret instituant le couvre-feu. Ce n'est pas pour effrayer, mais c'est pour rassurer. C'est pour rassurer. Tous les Ivoiriens, où qu'ils soient, sont concernés par cette discussion, par ce débat. Tous les Africains nous regardent. Tous les Africains, de tous les pays, de toutes les origines, ils nous regardent. C'est la première fois que ça se passe et la Côte d'Ivoire est toujours debout. La Côte d'Ivoire est toujours debout. Pour nos compatriotes qui sont à l'étranger, je suis en train d'éditer avec mon cabinet ce que nous appelons Côte d'Ivoire élite. Parce qu'il y a beaucoup d'élites qui sont à l'extérieur, qui ne demandent qu'à venir, qui ne demandent qu'à être utilisées pour le pays. Nous sommes en train de relever les noms, ils nous envoient des mails, nous avons déjà 3 tomes. Pour les Ivoiriens de la Côte d'Ivoire, je les salue. Et je leur dis que, vous savez, je suis avec vous depuis longtemps. Je suis avec vous depuis longtemps. Nous avons traversé toute la crise, nous avons fait des sacrifices. Je vous ai demandé des sacrifices, que certains se sont fâchés, mais ils ont accepté quand même. Nous arrivons à l'aboutissement. Cette élection n'est pas seulement une élection pour choisir un chef d'État. C'est une élection pour mettre fin à 11 années d'errement, à 11 années de crise, pour ramener la paix que la Côte d'Ivoire n'aurait jamais dû perdre. Bonne chance à la Côte d'Ivoire. Que chacun vote librement,
que chacun vote librement. Je suis heureux que le Premier ministre et moi, nous ayons accepté, chacun d'accepter les résultats. Et donc, je pars d'ici plus réconforté que quand il était venu. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse l'Afrique. Bien, je voudrais à mon tour, au nom de la RTI du CNCA, vous présenter nos remerciements les plus sincères pour avoir accepté de prendre part à cette émission. J'ai été très heureux de vous la présenter. Merci, bonsoir.